Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Vous nous suivez sur le www.matinlibre.tv.bj et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue à ce décryptage spécial des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle à la suite des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale autonome. Que retenir donc de ces résultats? Quels sont les grands enseignements à y tirer? Et donc nous en parlerons avec nos invités en studio. Je voudrais vous présenter le premier. Il a nom Rachidi Ojo. Il est spécialiste, sinon expert en communication politique et publique. Rachidi Ojo, bonsoir. Bonsoir, cher Romuald. Merci pour la disponibilité. Merci de votre invitation. C'est la première fois dans la nouvelle année. Heureuse année alors. Merci, bonne heureuse année. Santé, santé, tout le bonheur que nous nous souhaitons. Tout à fait, merci beaucoup à vous. Et vous n'êtes pas seul pour l'exercice, bien évidemment, de ce soir. Il est spécialiste des questions électorales, analyse politique par ailleurs. Victor Bokor, bonsoir. Bonsoir Romuald. Merci pour la disponibilité aussi. Merci pour l'invitation qui est faite. Heureuse année. Des bons vœux à vous et à tout l'organe qui nous reçoit ici aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, on pourrait dire que l'année commence très bien au Bénin avec les élections communales, municipales et puis législatives qui se sont tenues le 11 janvier et puis le 17 janvier dernier, la Commission électorale nationale autonome a proclamé les résultats provisoires conformément à la loi. Et puis, quelques jours après, donc aujourd'hui, ce 19 janvier, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs. On connaît désormais donc le taux de participation qui est clair. Et puis, ceux-là qui devront siéger pour la 10e législature. Quels sont les grands enseignements à retenir? Mais la première question, Rachid Ojo, déjà, globalement, quel est le regard que vous portez sur le processus électoral jusque-là? Je trouve que ce processus a été conduit de façon professionnelle, à la hauteur de l'espérance que nous plaçons bien évidemment en ce processus. C'est pour la première fois en effet que nous organisons des élections générales dans leur dimension, élections législatives et communales de façon simultanée. C'est vrai qu'il était déjà arrivé une fois que nous avions organisé des élections couplées communales et locales, dans un autre contexte. Et, ce ne sont pas les mêmes exigences, ce n'est pas la même logistique. Depuis le déclenchement du processus jusqu'à la proclamation définitive, la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je pense que toutes les institutions, toutes les structures impliquées dans l'organisation des élections, dans la conduite du processus, ont travaillé dans un esprit républicain, ont donné toute la preuve de leur grand sens de responsabilité, ont démontré à l'ensemble de nos compatriotes et au reste du monde que notre pays est capable de changer de cap et de réussir les grands challenges. Parce que quand nous étions en train d'instituer les élections générales à l'occasion de la révision de la Constitution en novembre 2019, personne ne pouvait parier sur la détention par nous-mêmes en tant que nation de capacités organisationnelles suffisantes pour tenir le pari. Mais pour ce que nous venons de voir en ce qui concerne le volet législatif et communal, on peut dire que le pari, il est gagné. Il reste la présidentielle le 12 avril prochain. J'ai la faible conviction que ce sera aussi un pari qui sera gagné. Très bien. En attendant, nous parlons d'abord des élections communales, bien évidemment municipales et législatives, mais nous nous focalisons justement sur les élections législatives puisque ce sont ces résultats qui ont été déjà proclamés. On est toujours dans l'attente. L'attente a été quand même longue également pour les législatives parce que il y avait les professionnels des médias attendaient véritablement que leur soit communiqué justement ces résultats. Au finish, les résultats sont disponibles. La Cour a procédé donc à la proclamation des résultats définitifs. Vous aussi, le processus électoral,
vous qui êtes spécialiste des questions électorales, la professionnalisation de plus en plus est ancrée. Il faut l'admettre, écoutez, la Sénat ne date pas d'aujourd'hui. Et les nombreuses réformes intervenues n'ont fait que confirmer justement cette volonté-là de permettre à la Sénat de jouer un rôle qualitatif. Et écoutez, on en vient d'abord au résultat des élections qui sont communiquées. C'est vrai que l'attente a été longue. L'attente a été longue. Nous avons pu voir tout le balai au niveau justement de cette institution-là. Mais finalement, les résultats ont été donnés. Notre Sénat, il faut se réjouir d'une chose, elle se professionnalise. C'est à dessein d'ailleurs que la réforme est intervenue pour permettre justement un meilleur maillage du territoire en termes de répondants. Parce que notre Sénat, c'est toute une école pour les autres qui viennent s'abreuver, justement. Moi, je remercie tout le dispositif qui a été mis en place. Je remercie les agents électoraux qui ont joué leur partition, la direction générale des élections et les autres démembrements, justement, qui nous amènent aujourd'hui à voir les résultats. Et la Cour constitutionnelle qui vient, dans une certaine mesure, justement, nous donner les résultats. Mais attention, ce n'est pas les résultats définitifs, parce qu'il faut vider la période de contentieux. Nous avons une dizaine de jours, justement, pour en arriver au définitif en ce qui concerne les résultats. Il faut saluer globalement tout le processus électoral, saluer tous les acteurs qui se sont impliqués pour que nous en arrivions justement à ces résultats. La chose la plus importante à souligner ici, c'est de savoir que nous avons pu sauvegarder la paix. Quand on sait que la période électorale rime bien souvent avec les quelques crises, qu'une élection, effectivement, une élection mal maîtrisée débouche généralement sur les tensions, il faut saluer le professionnalisme avec lequel la Sénat, mais toutes les autres institutions impliquées dans les élections nous ont conduit justement à ces résultats qui sont acceptables et acceptés de tous. Très bien. En tout cas, on y viendra, mais déjà, clarifions un peu. La Commission électorale nationale autonome, on avait tendance à croire que jusque-là, avant donc la modification de la loi, on parlait de grandes tendances pour la Sénat. Cette fois-ci, ce sont les résultats provisoires que la Sénat donc proclame pour les élections législatives. La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs, d'accord, et ouvre le contentieux. Pourquoi on parle de résultats, parce que vous avez entendu également, pourquoi on parle de résultats définitifs, mais on ouvre un contentieux de 10 jours après? Pourquoi définitif alors? Oui, résultat définitif parce que déjà à cette étape, les candidats proclamés élus peuvent déjà être installés. C'est-à-dire que si, par extraordinaire, il arrivait que le volume de contentieux, c'est vrai que la Cour constitutionnelle est enfermée dans un délai pour vider le contentieux, mais il peut toujours arriver des situations qui expliquent que, alors que le contentieux est encore en cours de traitement, l'on soit déjà à la date d'installation de la nouvelle législature. Donc les députés proclamés élus vont être installés. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes installé que s'il y a un recours qui vous vise et qu'après traitement, instruction de ce recours par la Cour constitutionnelle, il est constaté des irrégularités, il est constaté qu'un certain nombre de pratiques ont pu avoir lieu, étayées par des preuves irréfutables, vous pouvez bien sûr être déchu de votre mandat, et c'est déjà arrivé. Je vous rappelle qu'en 2019, les 16 mai 2019, la 8e législature avait été installée. L'honorable Aka Marcellin de l'Union progressiste Le Renouveau avait été installé. Bon, je l'ai interviewé à la tribune sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. En ce moment, il y avait un recours de Benoît Desglar sur son élection. Mais après, la Cour a donné raison à Benoît Desglar, qui est revenu reprendre son poste. Donc, M. Aka Marcellin a été député pour quelques jours. Donc, c'est pour vous dire, nous avons pensé notre mécanisme de cette façon pour faire en sorte que les dates les plus importantes puissent être respectées, surtout les dates constitutionnelles. Nous savons que nous devons installer la nouvelle législature le 2e dimanche du mois de février de l'année électorale. Quelque contentieux que ce soit, quelque recours que ce soit, ne peut suspendre
l'installation de la législature à cette date. Maintenant, la juridiction compétente pour traiter le recours va continuer à faire son travail. Si elle rend une décision qui remet en cause un siège obtenu, la décision va être exécutée et celui à qui le siège revient de plein droit viendra reprendre son siège. Donc, les choses ont changé un peu depuis 2019 parce qu'il faut quitter la notion de tendance pour davantage responsabiliser la Sénat et faire en sorte que les résultats provisoires proclamés par la Sénat en ce qui concerne les élections législatives puissent être transmis à la Cour constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle maintenant en vienne à proclamer les résultats définitifs. Par contre, pour les élections communales, la Sénat proclame directement les résultats définitifs et c'est après que la Cour suprême s'occupe du contentieux. Elle a 6 mois pour traiter tout contentieux relatif à ce scrutin, ce qui signifie que entre le 1er février, entre le 1er dimanche et le 3e dimanche du mois de février de l'année électorale, donc entre le 1er février et le 15 février 2026, quoi qu'il arrive, les nouveaux conseils communaux et municipaux vont être installés, les nouveaux maires seront connus, mais cela ne voudrait pas dire que si plus tard des décisions tombent au niveau de la Cour suprême remettant en cause certains sièges ou certaines élections, rien ne pourra empêcher l'exécution de ces décisions. Très bien. Merci pour ces éclairages. On va suivre, je vous invite d'abord, avant de poursuivre, on va suivre un extrait de cette proclamation faite par la Cour constitutionnelle cette mi-journée. Donc le président Dorothée Sosa à la manœuvre, bien évidemment. On va suivre un extrait et on revient. Décision EL 26001 du 19 janvier 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection des membres de l'Assemblée nationale du 11 janvier 2026. La Cour constitutionnelle, saisie par lettre numéro 002, Sénat, PT, RAP, DGE, SP, du 17 janvier 2026, enregistrée au secrétariat de la Cour le même jour sous le numéro 017, par laquelle le président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, a transmis à la Cour constitutionnelle les résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale du 11 janvier 2026. Vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par les lois numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 et 2025-20 du 17 décembre 2025. Vu la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022, portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2025. Vu la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral, telle que modifiée par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu la décision année 2026, numéro 004, Sénat, PT, RAP, DGE, SP, portant publication des résultats provisoires des élections des membres de l'Assemblée nationale du scrutin du 11 janvier 2026. Vu les procès verbaux de déroulement du scrutin du 11 janvier 2026, et les documents y annexés, ensemble les pièces du dossier, après en avoir délibéré, sur la validation du scrutin. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 81, alinéa 2 de la Constitution, je cite,
La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Fin de citation. Que l'article 62 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose, je cite, « Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour constitutionnelle au plus tard dans les 72 heures de la date de réception des résultats certifiés par l'organe en charge de la gestion des élections. » La Cour constitutionnelle communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. Fin de citation. Que de cette disposition, il ressort que la Cour constitutionnelle est compétente pour souverainement statuer sur la validité de l'élection des membres de l'Assemblée nationale dans un délai de 72 heures à compter de la transmission par la Sénat des résultats certifiés. Que pour apprécier la validité du scrutin du 11 janvier 2026, la Cour a procédé à l'examen de tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin, des feuilles de dépouillement, des bulletins présumés nuls, des rapports des agents électoraux de la Sénat, des délégués assermentés de la Cour et des observations des mandataires des partis politiques en compétition. Que cet examen a révélé des manquements dans certains postes de vote, notamment le défaut de procès verbal de déroulement du scrutin et ou de feuilles de dépouillement, le mauvais remplissage du procès verbal de déroulement du scrutin et des feuilles de dépouillement, l'absence de mention du nombre d'émargements et de votes par dérogation sur le procès verbal de déroulement du scrutin et ou sur la feuille de dépouillement, l'absence ou le mauvais remplissage du registre de vote par dérogation, la confusion entre les suffrages valablement exprimés et le nombre de votants, le défaut de décompte des voix par pictogramme, l'incohérence entre les pictogrammes et les chiffres arabes, le défaut d'indication du nombre de voix par un chiffre arabe à côté des pictogrammes, l'incohérence entre le nombre de votants et le nombre de suffrages valablement exprimés, l'incohérence entre le nombre de votants et le nombre d'inscrits, le retard dans le démarrage du scrutin dans certains postes de vote, le défaut d'indication du code d'identification de certains postes de vote, le défaut de mise en annexe des bulletins présumés nuls au procès verbal de déroulement du scrutin, la confusion entre les bulletins présumés nuls et les bulletins valides, l'absence de mandataires des candidats à certains postes de vote, le défaut de signature des documents électoraux par des mandataires, la signature de plusieurs procès-verbaux de déroulement du scrutin par une même personne, des plis non transmis par la Sénat. Que certains de ces manquements ont conduit à des annulations et ou des redressements de vote. Que ces manquements ont affecté les résultats des postes de vote concernés sans être de nature à compromettre la sincérité et la transparence. Voilà. Vous avez suivi cet extrait de cette proclamation faite par le président de la Cour constitutionnelle. Il y a quand même des observations qui ont été faites le jour du vote, qui ont été précisées par le président de la Cour constitutionnelle, et cela donc ne porte pas préjudice au vote. Vous l'avez suivi, Rachid Odio. Et c'est ça qui est important. Vous voyez, la méthodologie, on ne vient pas dire on valide un scrutin sans expliquer, sans rapporter à l'opinion, tout au moins dans la décision qui consacre la proclamation des résultats, ce que l'on a constaté comme dysfonctionnement. Le fait que l'on n'ait pas signé certains procès-verbaux, certaines incohérences entre les chiffres du nombre d'inscrits et du nombre de votants, les doubles signatures, tout ce qui a été cité, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça ne traduit pas nécessairement une volonté délibérée de frauder,
Ben, dans la chaîne d'organisation des élections, ce sont des choses qui arrivent. Ce qui est important, c'est l'appréciation que le juge du contentieux électoral en fait. La Cour dit que toutes ces choses constatées, relevées, ne sont pas de nature à affecter la sincérité du vote. Là où il faut annuler, la Cour a procédé à des annulations, c'est très bien. Là, il faut redresser, elle l'a fait, et cela est de son pouvoir. Je pense que ce qu'on retient, in fine, c'est que le taux de participation selon la Cour constitutionnelle, en tout cas d'après la décision de proclamation des résultats définitifs, est de 36,74%. Une légère augmentation de 0,01% par rapport au taux de participation affiché par la Sénat. Moi, je salue le fait que les deux institutions qui ont travaillé de façon distincte soient en phase. Il n'y a pas eu de contradiction majeure. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement, il n'y a pas eu d'antagonisme qui peuvent donner l'impression que la Sénat a fait un travail, a publié des résultats et la Cour constitutionnelle aussi qui a fait son travail de son côté en arrive à contredire la Sénat. Parce que sous d'autres cieux, on assiste à ce genre de scénario. Ce n'est pas le cas de notre pays, c'est pour ça qu'il faut féliciter les acteurs une fois encore, rendre hommage à toutes les personnalités qui animent ces institutions, à tous les agents électoraux, comme l'a fait tout à l'heure M. Bokor, pour le sacré bon boulot abattu maintenant depuis des mois. Ce n'est pas terminé. Je pense que nous devons être fiers de notre pays et de ce que nous sommes en train d'accomplir en matière électorale. Parce que c'est l'ère de la modernisation de notre système électoral et les résultats que nous sommes en train d'engranger progressivement montrent très bien que nous sommes en train de réussir cette ère-là. Parce qu'on peut bien vouloir moderniser notre dispositif électoral et après se heurter à des difficultés qui peuvent nous amener à des renoncements. Ce n'est pas le cas. Voilà. Plutôt, c'est encourageant. Très bien. Il y a beaucoup avaient parlé de retard, de retard du démarrage du vote, mais là, on constate que la Cour est allée loin en observant un certain nombre de choses. Non, le retard n'annule pas de manière systématique le vote. Et on sait, la loi est très claire. Dans le cas d'espèce, c'est 10 heures d'élection. Si vous démarrez à 17 heures, 10 heures après, vous deviez fermer. Et cela a été respecté un peu partout. Je m'en vais adresser un satisfait à la Cour constitutionnelle parce qu'il y a une innovation qui a été introduite depuis un certain nombre d'années. Et avant, il n'y avait pas de délégué de la Cour constitutionnelle qui partait sur le terrain. Avant, ça n'existait pas. Depuis un certain temps, la Cour a jugé bon envoyer des délégués qui également rapportent des éléments sur le terrain, qui participent et qui aident justement la Cour à une célérité au niveau de ses décisions. Avant, il fallait fouiller fiche par fiche, écouter, et ce processus mettait un peu de temps. Mais au jour d'aujourd'hui, les délégués apportent un plus. Et à côté de cela, il faut dire en fait que tout est enfermé aujourd'hui dans les délais. Tout est enfermé dans les délais. Il faut saluer justement. Et donc cela implique une certaine célérité. Une certaine célérité. Je dis aujourd'hui que le rôle des délégués de la Cour constitutionnelle participe également à une célérité au niveau du processus et donc à vite donner les résultats. Ce qu'il est important également de souligner, c'est que la Cour a pris l'engagement, 72 heures après avoir reçu justement les grandes tendances au niveau de la Sénat, de faire toutes les diligences nécessaires pour que les résultats soient connus, et ça a été chose faite. En revenant au taux de participation. Voilà, on en vient. 36,14%. Oui. Donc, il est important de souligner tout de suite qu'il n'y a pas de différence nette avec la Sénat. C'est un fait. Mais allons un peu plus en arrière, ce taux n'a pas, autre mesure, changé. C'est dit qu'il y a une constance au niveau justement de la participation des Béninois quant aux joutes électorales. Il faut aller donc chercher le taux de participation, pas au niveau de la participation de l'opposition, non, mais il faut trouver d'autres raisons qui justifient justement ce taux de participation. Sur la question, je veux tout juste dire que les Béninois, dans leur ensemble, sont plus ou moins matures, sont très matures en ce qui concerne la chose électorale. Ils font le choix de manière délibérée, aucune influence, que cela soit de l'opposition ou de la mouvance, ne vient édulcorer, ne vient perturber justement nos électeurs. Si le système aujourd'hui s'autogénère et donc nous donne des électeurs, il est évident que tous ces électeurs ne vont pas se retrouver
à la date indiquée pour aller voter, parce qu'il y a des aléas, il y a des aspects qu'il faut prendre en compte qui font que les électeurs au départ ne sont pas les électeurs à l'arrivée, que cela n'est pas influencé outre mesure, justement, par une mouvance ou par une opposition. Mais il y a un gros écart, n'est-ce pas? 7 millions, 2 millions. Il faut en fait dire, et s'il faut s'en tenir justement aux quelques raisons même avancées par le président Saka Lafia, écoutez, tout le monde est appelé à être électeur parce que le système génère automatiquement les électeurs, mais tout le monde n'est pas appelé à répondre. Parce que, la loi ne fait pas obligation d'aller voter, c'est un aspect qu'il ne faudrait pas occulter. Aucune disposition contraignante pour l'électeur d'aller accomplir cette obligation-là, c'est un. Mais deux, il faut également dire en fait que le système qui autogénère justement ces électeurs-là, il y en a qui, pour des raisons données, et ces raisons ont été également avancées par le président de la Sénat, ne peuvent pas répondre, soit parce que alité, soit parce que empêché, soit avec des obligations diverses ou encore hors du territoire national avec des obligations diverses, n'ont pas pu répondre justement à ce devoir qui est civique, mais qui n'est pas tout à fait obligatoire. Très bien. Rachid Yodjo, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce taux aujourd'hui montre un peu peut-être le rôle que devraient jouer les partis politiques qui n'ont pas su jouer ce rôle pour amener déjà les populations à s'intéresser à ce, on pourrait dire, à ce rendez-vous quand même périodique? Donc je pense que la participation aux élections, ce n'est pas uniquement de la responsabilité des partis politiques. On ne peut pas laisser la mission de sensibilisation des électeurs, de conscientisation des électeurs, d'incitation à aller voter uniquement à la charge des partis politiques. Je pense que c'est une mission collective, les partis politiques, mais toutes les autres organisations, la société civile, les autres composantes de notre nation, les corps constitués, tous les groupes organisés, y compris les médias. Parce que c'est toujours bon d'aller exprimer son choix, quel qu'il soit. Maintenant, je pense que sur la question du taux de participation, le grand service qu'on peut rendre aux internautes, avec un taux de 36,74% en 2026, contre un taux de 37,79% en 2023, d'aucuns ont tendance à dire, mais ce n'est pas pour la première fois que nous organisons des élections dans notre pays, que les élections dans notre pays n'ont pas commencé par être organisées uniquement avec l'arrivée au pouvoir de M. Patrice Talon. Que par le passé, nous avons eu à des élections législatives des taux de 60%, de 65%, de 70%. Et ces personnes ont tendance à dire qu'aujourd'hui, il y a un problème. Je voudrais rassurer l'opinion nationale, tous nos compatriotes, qu'il n'y a absolument aucun problème. En réalité, le taux de participation que nous avons est le reflet de l'intérêt que nous accordons au vote dans notre sociologie, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Par le passé, et M. Boko avait commencé par le dire de façon implicite, lorsque on fait des élections législatives et on affiche par exemple un taux de 65%, c'est 65% de quoi? 65% d'électeurs ayant décidé délibérément d'aller s'inscrire eux-mêmes sur les listes électorales, soit manuelles, jusqu'en 2011, donc 91 à 2010-2011, soit informatisées à partir de 2011. Donc 65% de ceux qui sont allés s'inscrire. Ces 65%, 70% n'ont jamais tenu compte des abstentions précoces, des centaines de milliers d'électeurs, de personnes en âge de voter, qui décident déjà à l'étape de l'inscription sur les listes électorales de ne pas aller s'inscrire. Et il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun mécanisme pour le comptabiliser. Donc, on peut être dans un pays où on devra avoir naturellement 5 millions d'électeurs. Lorsqu'on lance le recensement électoral, vous avez peut-être 2 500 000 électeurs qui s'inscrivent. On fait les élections, c'est peut-être 1 500 000 personnes qui vont voter. Vous calculez le taux de participation sur la base de 2 500 000 électeurs inscrits et non du potentiel de 5 millions d'électeurs que nous avons.
Depuis C'est l'une des raisons. Non, c'est la raison principale. Au fait, il n'y a pas une grande différence naturellement, réellement, entre la participation électorale aujourd'hui et la participation électorale il y a 15 ans, il y a 20 ans. Mais vous savez que... Je finis de vous expliquer. Donc oui. aujourd'hui, on ne vous consulte plus avant de vous inscrire sur la liste électorale. Parce que le RAVIP, qui a vocation à identifier les citoyens, permet d'avoir une base de données, le registre national des personnes physiques de nationalité béninoise, qui permet de générer systématiquement la liste électorale. Et donc, on a une liste électorale optimale, consolidée. Tout le potentiel est couvert. Regardez, en 2023, nous avons eu un peu plus de 6 600 000 électeurs. En 2026, 7 800 000 électeurs. Donc, il y a 1 200 000 électeurs qui sont arrivés sur le marché électoral. Toutes ces personnes n'auraient jamais décidé par elles-mêmes d'aller s'inscrire sur la liste électorale si on leur avait laissé le choix de le faire. Donc, le taux de participation que nous avons nous ressemble. Donc, ça ressemble à notre sociologie. Est à l'image. Et à l'image de notre pays, de notre sociologie, de notre psychologie, du rapport que nous avons avec le vote. Et non, l'absence de l'opposition. Non, pas du tout. Mais en 2023, le Parti Les Démocrates était dans la compétition. On a eu un taux de participation de 37,79%. En 2026, le Parti Les Démocrates, qui passe pour le parti le plus populaire, qui a le plus grand nombre de personnes en son sein, à participer aux élections législatives, nous avons fait un taux de participation de 36,74%. Il y avait eu beaucoup de dissensions avant cela. Raison ce qui a fait naître en certains que, franchement, même participer aux législatives, autant laisser. Les dissensions à l'interne, au sein d'un parti populaire, ne peuvent pas expliquer le fait que la popularité, quand vous êtes populaire en tant que parti politique, c'est parce que vous avez un programme politique auquel les citoyens adhèrent. C'est parce que vous mettez en avant des pensées, des idées, vous faites des propositions sur les préoccupations majeures de notre société qui sidèrent une grande partie de notre population qui croit en vous. Donc que vous ayez des problèmes à l'interne, ça ne change pas vos idées. En principe... Comme vous serez retenu également pour d'autres élections. Mais c'est même lorsque le parti n'a pas été retenu pour participer à un scrutin, alors qu'il est retenu pour participer aux législatives, que cette popularité devait être démontrée pour que le parti soit majoritaire à l'Assemblée nationale, afin de changer à partir du Parlement tout ce que le parti croit anormal pour notre pays. Donc cela n'a pas été fait. Il n'y a pas de problème avec la participation électorale. Ce ne sont pas les réformes politiques. Il faut le dire. Je le dis avec insistance. J'ai commencé par le dire depuis quelques jours. Et je le redis sur votre plateau. Donc, ce ne sont pas les réformes politiques. Ce ne sont pas les réformes politiques. Il n'y a pas de contingence sociale, économique ou politique qui explique outre mesure ce taux de participation. C'est un taux de... Nous sommes en tenue de vérité par rapport à la participation électorale depuis 2023. Très bien. Donc, on est resté... quoi. On est nus. Nous, on est nus et on nous voit exactement comme nous sommes. Merci beaucoup. 7 800 000 électeurs pour une population devant 14 millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme. Très bien. Aucun recensement électoral n'aurait jamais permis d'avoir une liste électorale de 7 800 000 électeurs. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup à vous, Rachid Ojo. Oui, par rapport, parce que certains estiment que à cause donc de l'absence peut-être des partis, sinon du principal parti d'opposition au communal et à la présidentielle, et le retard également observé lors du vote, le retard donc dans l'ouverture des bureaux de vote. Ces raisons ont conduit également à ce taux que nous avons pour certains. Certaines raisons pourraient justifier, oui. Écoutez, quand les électeurs, déjà depuis 7 h du matin, arrivent dans le centre, au poste de vote et qu'ils ne voient pas les agents électoraux, aucun matériel, cela pourrait contribuer justement à permettre à certains de regagner la maison et de ne plus avoir le courage nécessaire de revenir. Il y a en cela matière à agir sur la psychologie du Béninois, lui fait comprendre en fait que le vote, quoique nos dispositions ne rendent pas le vote obligatoire, qu'il est de la responsabilité des uns et des autres d'assumer ce devoir civique-là. Autrement dit, au plan civique, il y a encore que nous devons encore amplifier
la sensibilisation. Il faut aussi dire... Déjà, pour la question que j'ai faite à Rachid Oyo, les partis politiques, c'est de leur devoir, c'est de leur responsabilité tout de même d'inviter la population à observer ce devoir civique. Les premiers bénéficiaires justement du vote des électeurs, c'est les partis politiques, mais la finalité, c'est l'État qui y gagne. Et donc, l'État y pris dans sa globalité, et partis politiques, et acteurs sociaux, et nos ONG, les organisations de la société civile, et tout éducateur doit se revêtir de ce devoir-là, d'informer, de sensibiliser justement à la chose électorale, parce qu'en définitive, c'est l'État qui y gagne. Je voudrais revenir aussi également sur un aspect. Vous saviez, il ne faudrait pas l'occulter. Quand les électeurs, à des moments donnés, se sentent un peu fatigués quand ils rentrent dans un processus où on se dit, écoutez, peut-être que les résultats sont connus d'avance. Les deux sont peut-être pipés. Je ne dis pas cela pour justifier justement la question de... Cette absence de certains compatriotes. Parce qu'il peut en arriver que certains électeurs soient fatigués et se disent d'emblée, écoutez, bof, les résultats sont pipés, c'est connu d'avance. Nous avons une opposition qui n'ira nulle part, autant rester à la maison. C'est des choses qui pourraient justifier un tant soit peu également ce taux de participation. Mais quand on revient de manière générale, il faut dire que le système choisi par le Béninois pour concevoir sa liste électorale reste un facteur important pour apprécier justement le rôle de l'électeur, mais également reste un facteur important qui laisse entrevoir la nécessité d'agir sur la sensibilisation pour permettre aux Béninois d'être beaucoup plus efficaces en ce qui concerne le vote. Parce que quand le message ne passe pas, ils ne se sentent pas obligés. J'ai pu voir ce jour-là pour le tour que j'ai pu faire, des gens qui étaient obligés d'aller demander aux autres, écoutez, je viens de faire mon devoir, est-ce que tu l'as fait? Va voter. Et vous voyez, quand on en vient à contraindre, dans une certaine mesure, et d'autres qui sont restés à la maison à sortir, c'est dire en fait que le droit de voter, qui est chèrement acquis ailleurs, qui semble d'importance pour certains ailleurs, cette responsabilité énorme que revêt justement le droit d'aller voter, que certains ne l'aient pas compris. Et donc, il y a matière encore à sensibiliser davantage. Tout à fait, surtout que si vous ne le faites pas cette année, il faut attendre 7 ans. 7 ans. C'est quand même beaucoup, 7 ans dans votre vie. Déjà, est-ce que nous ne courons pas le risque d'avoir, même si ce taux est à l'image du Bénin, parce que nous avons choisi un système, un mécanisme et tout ça, est-ce que nous ne courons pas le même risque pour la présidentielle, avoir un taux comme ça aussi? Non, moi je ne veux pas, je ne souhaiterais pas, M. Onwoui, qu'on s'exprime en termes de risque. De toutes les façons, on aura la participation décidée par le peuple souverain. Parce que tout à l'heure, M. Boko l'a dit, voter, c'est un choix. Aller accomplir ce devoir civique, ce n'est pas une obligation. Le président de la Sénat, Sakalafia, l'avait déjà rappelé à l'occasion de la proclamation des résultats provisoires. Moi, ce qui est important, c'est de s'assurer que le processus est transparent et que tous les acteurs arrivent à s'exprimer comme il se doit durant la conduite du processus, que l'équité et l'intégrité du processus soient garanties. Et après, le peuple souverain ira décider. La fixation sur le taux de participation ne doit pas nous amener à rechercher l'impossible. L'impossible, c'est quoi? C'est que sur 7 800 000 électeurs que nous avons actuellement, comme on l'a dit, par quel miracle des personnes qui ne sont pas en capacité d'aller voter le jour du vote pourront se rendre aux urnes? Des personnes... Mais on pourrait vous dire que ces personnes sont minimes, ils ne sont pas nombreux. Non. Elles sont pas nombreuses. Non, c'est pour dire quoi? On recherche un bon taux de participation, on va travailler pour, mais il ne faut pas qu'on décrédibilise par anticipation un scrutin en faisant la fixation sur le taux de participation. En fait, c'est mon inquiétude et je pense bien que les personnes qui mettent en avant le taux de participation avant le scrutin en ce qui concerne la présidentielle, ça procède par stratégie de décrédibilisation par anticipation du processus. Comme pour dire que
parce qu'un certain parti politique n'a pas pu voir son candidat qualifié pour participer à cette élection, et que du coup, le scrutin ne sera pas légitime, et que du coup, le président de la République qui sortira du scrutin n'aura pas suffisamment de légitimité. Je pense qu'il ne faut pas polluer les esprits, il faut continuer... De toute façon, les lois... Il faut continuer la sensibilisation. La légitimité, la validité d'un scrutin ne se repose pas sur le taux de participation. Non, fort heureusement, mais vous avez des personnes qui, parce qu'on a peut-être obtenu un taux de participation de 37%, 40% à une élection présidentielle, pourront vous dire non, vous avez 60% d'électeurs qui se sont abstenus, donc le président élu n'est pas bien élu. Donc c'est pour éviter ces débats à l'avenir. Et puis ceux qui sont en train de préparer ce débat, ils sont bien connus, c'est aussi pour des raisons politiques. Mais il faut que la masse populaire sache que nous n'avons pas de fixation à faire sur le taux de participation. Quoique nous avons la responsabilité, nous tous, de travailler à sensibiliser pour relever le taux de participation. Mais après, c'est chaque électeur qui décide. C'est chacun qui décide de ce qu'il fait de son droit de vote, jusqu'à ce que peut-être un jour, on rende obligatoire le vote. Pourquoi pas? Ah oui, c'est une option également qu'on pourrait peut-être explorer, mais on est en démocratie. Oui. Et puis voilà, peut-être la prochaine législature s'y penchera. Pourquoi pas? On ne sait rien. Voilà. On va parler maintenant des résultats proprement dits. Oui. Nous avons le PR et le BR qui se partagent 109 sièges. Oui. Au regard donc des dispositions retenues. Oui. Vous avez tout de même l'Union progressiste, le Renouveau, qui s'en sort avec 60 donc députés, le Bloc républicain 49. Véritablement, pour vous, est-ce que c'était une surprise? C'est une surprise? Non, faut-il parler de surprise? Je dis non. Bon, d'ailleurs, il faut aller encore un peu en arrière quand on sait qu'en 2023, le Bloc républicain avait 28 députés. C'est un bon qualitatif de se retrouver avec 49 députés. Et quand on regarde justement les résultats proposés que fait le Bloc républicain, on se rend compte que c'est un parti qui a maturé. Le parti a réussi justement à gagner de nouveaux fiefs et aller dans des endroits où on n'entendait pas aller décrocher des sièges. Quand on regarde la volonté hégémonique affichée par l'Union progressiste, le renouveau, il était annoncé comme celui qui devait écraser tous les autres partis d'en face. À la vérité, pour le reste, on se rend compte qu'il reste encore de la matière et que le Bénin ou les différentes circonscriptions ne restent pas la chasse gardée de l'Union progressiste, le renouveau. Il faut remercier justement une très bonne lecture que nous devons faire, c'est de dire en fait que ces partis qui réussissent à avoir un ancrage national sortent du lot. C'est le cas du l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain qui ont réussi à démontrer au travers de ces élections que ces partis politiques avaient de véritables ancrages au plan national. Quand on prend les autres partis politiques qui, hélas, n'ont pas pu atteindre le taux exigible de 20% ou de 10% quand vous rentrez dans une forme de partenariat, il faut dire en fait que ces partis n'ont pas réussi justement à avoir l'ancrage national est nécessaire. La question se pose sur le parti dit le parti du peuple. Et quand on regarde les résultats avec un grand recul, on se rend compte que dans une dizaine de circonscriptions électorales, ce parti n'a pas pu atteindre justement la barre des 20%. C'est des questions qu'on se pose. Je m'en vais juste saluer le Bloc républicain, saluer également l'UPR, le Renouveau, pour le travail qui est fait à l'interne pour que ces partis aient une certaine résonance. Avoir 60 députés et avoir 49 députés, ce n'était pas donné. Très bien. Au regard des différentes lois qu'on avait, la compétition était très âpre, bien difficile, mais à la fin, je crois que c'est des encouragements que nous devons à ces deux partis politiques, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Voilà, il faut dire, en termes de sièges ordinaires, l'Union progressiste, le Renouveau s'en sort avec 44, et puis le Bloc républicain 41, et puis c'est par rapport aux sièges donc réservés aux femmes que là, véritablement, donc l'Union progressiste, le Renouveau, s'en est vraiment sorti avec 16, et puis 8 de l'autre côté. Véritablement, la compétition était au rendez-vous. Déjà, quand vous prenez ces chiffres,
les chiffres, que ce soit pour le parti d'opposition LD, les démocrates, Moël Bénet, le parti de la mouvance, et puis le parti d'opposition Foscori.Bénet émergent, l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain. Qu'est-ce que ça vous dit comme lecture? La façon dont vous avez posé votre question en ce qui concerne la nuance apportée sur les sièges ordinaires et les sièges exclusivement réservés aux femmes m'impose d'abord le devoir de dire que les sièges réservés aux femmes ne sont pas de cadeaux. Pas du tout, je ne l'ai jamais dit. Non. C'est la faute moyenne qui vous permet de... Non, pas la faute moyenne. Lorsque vous avez obtenu le plus grand nombre, voilà. Ouais, justement, c'est la moyenne. Donc quand vous gagnez... la faute moyenne. Quand vous gagnez... Quand j'ai beaucoup plus de suffrages que vous... Oui, d'office, c'est de ça que je parle. C'est la faute moyenne. Non, mais c'est pour montrer que c'est une progression qui permet d'avoir ça. Et que si cette notion de siège exclusivement réservé à la femme n'existait pas, ces sièges, les 24, allaient entrer en ligne de calcul pour les sièges ordinaires et que probablement les partis qui les ont obtenus les auront toujours. Parce que c'est le... Pas sûr. Ça pourrait être autre chose, mais on n'est pas dans ce cas. Pas sûr. Hein, non, savez, pas sûr. Non. On ne pourrait pas dire d'office qu'ils les auront. C'est pour ça que j'ai dit probablement. Voilà. Si vous voulez, on peut prendre... Bon, on n'est plus à ce stade. Non, hein. c'est pour que nos compatriotes puissent comprendre. Oui. Parce que ce sont des sièges en compétition. Tout à fait. Ce ne sont pas des sièges qu'on donne à un parti politique juste parce qu'il est arrivé en tête. Pour arriver en tête, il faut avoir fait la compétition. Et pour même mériter plus de sièges que votre adversaire, il faut avoir battu votre adversaire. Et parfois, bien évidemment, c'est-à-dire que lorsque nous sommes... En fait, nous ne décrédibilisons pas ces sièges-là, pas du tout. Non, d'ailleurs, il faut pouvoir faire beaucoup plus. Non, je pense que c'est plus rationnel. Oui. C'est plus rationnel. Lorsque on veut analyser les performances des partis politiques, de prendre le nombre de sièges dans leur ensemble. D'accord. Parce que quand vous commencez par séparer... Parce que, non, voilà. Je ne l'ai pas séparé. La Cour constitutionnelle l'a séparé, par exemple. Non, c'est pour des... Non, je pense qu'on ne va pas faire la fixation là-dessus. Non, pas de souci. Au fait, tout ce que nous faisons devrait aider nos téléspectateurs. Il y a eu un certain nombre de préjugés, de discours sur les sièges exclusivement réservés aux femmes. D'accord. Même des femmes qui ont été positionnées pour conquérir ces sièges, certaines d'entre elles ont dû sortir de leur mutisme pour dire, mais s'il vous plaît, il ne s'agit pas de cadeaux. Ce sont des sièges qui sont en compétition et il faut battre normalement campagne, il faut tout faire pour que votre parti politique remporte la compétition électorale pour que vous puissiez gagner le siège. Voilà. Il est normal, c'est parce que quand vous prenez le code électoral, le mécanisme qui conduit à la répartition des sièges a prévu 2 étapes. Vous attribuez d'abord les sièges ordinaires avant d'attribuer les sièges exclusivement réservés aux femmes. C'est pour ça que les institutions ont procédé ainsi. Ce n'est pas par plaisir. Tout à fait. Ce n'est pas un cadeau. Hein. C'est juste pour... On l'a jamais dit. Maintenant, ce n'est pas un bonus. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que c'est pas facile d'être le premier de la classe. Et puis, peut-être que vous avez vécu ça, à des moments donnés, on déteste même sans se rendre compte les premiers. On dit, mais pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours eux? Il faut quelqu'un d'autre. Il faut quelqu'un d'autre. Sinon moi. Donc c'est pour ça que le premier qui arrive toujours à maintenir sa position, à prouver à chaque élection, à chaque compétition qu'il est le premier, moi je pense qu'il faut le féliciter. C'est pour ça que je pense très sincèrement que moi qui ai vécu la campagne de très près, dans plusieurs circonscriptions électorales de notre pays, je revois la façon dont la compétition était serrée, les discours sur le terrain, les rivalités. À un moment donné, vous n'auriez même pas le sentiment que les 2 partis, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, ont lancé conjointement la campagne électorale. Donc la compétition
elle était rude. C'est pour ça que, en dépit de cette réalité qui a caractérisé la compétition électorale, l'Union progressiste, le renouveau, est arrivée à confirmer sa position de parti politique leader. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut féliciter les responsables de ce parti politique et tous ceux qui ont travaillé pour cette victoire. Je félicite surtout aussi le Bloc républicain pour avoir réussi en l'espace de 3 ans à inverser la tendance. Dans la 8e circonscription électorale. Donc, quand on le dit, il faut peut-être donner les communes pour que les internautes puissent comprendre. On parle de Ndali et Parakou, et puis Tchaourou et Perere. Dans la 7e, Bembereke, Niki, Sinandé et Kalale. Dans la 4e, Natitengu, Tukuntuna, Kwande, Wasapunko et Kerou. Dans la 9e, Dassa, Savalou, Bantais, et aussi dans la 10e, Saveye, Glazo et Wessé. Franchement, le Bloc républicain a surpassé ses capacités, a repoussé ses limites pour pouvoir mettre en échec le Parti des démocrates. Parce qu'en 2023, le Bloc républicain a été victime dans toutes ses communes, d'abord, du mensonge et de la désinformation systémique sur les mesures relatives à la commercialisation et à l'importation du soja. J'ai vécu la campagne de très près en 2023. J'ai vu à quel point les électeurs ont été nourris au mensonge sur ces mesures, au point où même les explications que donnaient les responsables du Bloc républicain ne passaient pas. Et déjà pendant la campagne, vous vous disiez, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Comment est-ce que ces gens ont pu parler aux populations pour qu'elles retiennent de tels mensonges sur des mesures qu'on peut aller lire dans les documents? Et puis après, il y a le discours de la haine. La diabolisation notamment du président Patrice Talon. Tout ce qu'on en dit. Bon, on ne va pas dire haine non, mais le discours de la haine... Peindre en noir... Non, c'est la haine. C'est la haine. Ça n'a pas un autre nom. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle comme je veux. On connaît la définition de la haine quand même. Hein. C'est quoi la haine? Bon, on n'est pas là pour faire... Non, le discours de la haine existe en politique. Ailleurs, ça ne dérange pas. Ça ne heurte aucune sensibilité. Mais chez nous, ça pose un problème. Nous sommes en train de construire un vivre ensemble. On peut on peut avoir des rivalités politiques, on peut avoir des adversités, mais il ne faut pas haïr. Je vous dis, en 2023, certains acteurs politiques ont réussi à faire détester, à faire haïr le président Patrice Talon. Et le Bloc républicain, dans certaines circonscriptions électorales, en a payé le prix. Donc, un travail méthodique a été fait entre 2023 et 2026. Dans la 8e, j'ai vu à l'œuvre Sam Seydou Adambi, Rachid Igbadamansi, Charles Torkor. Les 3 ans n'ont pas été du tout repos. Dans la 7e, avec Robert Bihan, la ministre Aurélie Zoumarou, et puis aussi dans la 9e, avec Jean Abaloua Bantais et d'autres acteurs qui ont tenu le terrain politique durant ces 3 années pour qu'aujourd'hui les populations comprennent. La bonne information, en fait, la désinformation a été contrariée. L'image du président de la République a été restaurée dans le cœur des populations parce que la chicotte, je le répète, qui a frappé le Bloc républicain, en fait, qui a servi à frapper le Bloc républicain en 2023, on peut dire que c'est la chicotte que certains ont pu réserver au président Patrice Talon du fait du discours que certains acteurs politiques viennent tenir sur le président de la République. Et aujourd'hui, à l'arrivée, on se rend compte que le Bloc républicain a reconquis toutes ses positions de façon méthodique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Maintenant, il y a la clarification. Le débat politique, ce sont des idées contre des idées. Ce sont des propositions contre des propositions. Vous n'êtes pas pour des réformes, mais qu'est-ce que vous proposez? Mais ce n'est pas pour dire telle personne est méchante, telle personne ne vous aime pas, telle personne est de telle ethnie, telle personne... Vous voyez, lorsque vous vous servez du discours de la haine pour obtenir des suffrages, c'est comme un bien mal acquis, ça ne dure pas. Très bien. Parce qu'il arrivera un moment où toutes les personnes qui ont pu être réceptives à ce genre de discours vont se réveiller et se rendront compte au fait qu'elles ont été trompées. Très bien. Et à la prochaine élection, ça ne passe pas. Les mêmes discours ont été tenus cette fois-ci
par le parti, les démocrates notamment, malgré les enjeux connus des populations. On n'a pas puisque malgré les enjeux. On ne va pas le dire. Non, ne vous en faites pas. Non, ne vous en faites pas. Parce que nous sommes responsables de ce que vous dites. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous êtes heureux quand même de la percée du bière. Ce dont nous parlons. Rachid Ojo, non, je viens. On a beaucoup de choses. Oui, non, ne vous en faites pas. Ce dont nous parlons, c'est quelque chose qui est connu par les populations. C'est quelque chose qui a été vécu à Parakou, qui a été vécu à Banté, à Savalou, à Kondé, à Kérou. Et donc, ce ne sont pas des inventions. Ne vous en faites pas. Je vous ai dit, allez dire quelque part que le président Patrice Talon ne vous aime pas. Vous n'avez pas entendu ça? Vous avez beaucoup entendu ça. Très bien. Donc cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché parce que si vous obtenez des suffrages sur la base de tels discours, vous ne pourrez pas conserver ces suffrages durablement. Et donc, les résultats, les performances, ou du moins les chiffres obtenus par le parti LD ne vous surprend pas alors? Non, pas du tout, parce que c'est un effondrement qui est prévisible. Il n'y a pas de... Est-ce que vous avez eu de visibilité ou de lisibilité sur le programme politique du parti LD à la veille de ces élections législatives? Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de financement. Non. Le financement public. Je n'ai pas des idées. Je n'ai pas des idées. Je dis, est-ce que vous avez eu de visibilité? Quand vous écoutez les acteurs, les membres de ce parti, ils n'ont pas pu faire énormément de campagne parce que, justement, il n'y avait pas les moyens pour être sur le terrain. Vous les avez entendus. Donc, je ne suis pas là pour... Non, c'est bien, vous jouez bien le rôle. Vous jouez bien le rôle. Non, je ne joue pas de rôle, je vous pose des questions. On a dit quelque chose sur la question. Écoutez, une analyse globale nous envoie à une bonne position pour la mouvance présidentielle. C'est dit en fait que les populations, comme je le disais à l'entame, nous avons un peuple qui mature. Il y a eu un choix utile qui a été fait dans le vote. Et, écoutez, prenez les partis de la mouvance qui s'en sortent, les deux cumulés, c'est près de 80%. C'est dit en fait que les populations, à plus de 80%, ont estimé que les réformes engagées par le chef de l'État, la conduite de la gouvernance, la mise en œuvre diligente de certains projets ont impacté leur vie et qu'il était important d'accorder aux partis de la mouvance le choix utile pour permettre à la dynamique de reprendre forme, de s'asseoir et de se construire. Je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter les résultats. L'offre politique qu'offrait la mouvance présidentielle, notamment au travers du bloc républicain de l'Union progressiste, le Renouveau, a réussi à franchir les barrières simplement parce que ces offres-là s'imposaient comme étant les meilleures. Les électeurs ont simplement dit au travers de leur vote, écoutez, Monsieur le Président de la République, nous sommes confiants en ce que vous faites et nous voulons que cette dynamique-là puisse perdurer. C'est toute la lecture qu'il faut faire. Mais pourtant, il y a tout de même un autre qui est de la mouvance présidentielle, qui également certainement revendiquait ce qui est fait jusque-là par la mouvance présidentielle. Moël Bénin, qu'est-ce qui s'est passé? On fait la question d'abord de retrouver Rachid. Oui, écoutez, dans une même famille, il en arrive qu'on porte son choix sur peut-être le grand frère ou la petite sœur. On a choisi le grand frère, le cadet, et puis on laisse... Et justement, les populations ont estimé que le bloc républicain ou encore l'Union progressiste, le Renouveau, était à même de porter leur espoir et ont préféré leur donner mandat pour que ces derniers puissent siéger à l'Assemblée nationale plutôt que de le donner à Moël Bénin ou encore à d'autres partis politiques. C'est un choix qui est fait, un choix de raison. Et ça ne pouvait pas être autrement quand on sait justement toute la dynamique que déploie l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain qui restent des partis véritablement ancrés dans la gouvernance politique et qui encadrent et qui accompagnent, comme il se doit, le chef de l'État. Très bien. Le parti Moël Bénin, les chiffres. Non, moi je pense que c'est... Vous attendez à mieux? Non, je pense que après 2023 et maintenant 2026, il y a une sorte de légère progression, mais ce n'est pas encore suffisant. Je ne suis pas du genre à décourager, surtout lorsque je vois les efforts qui sont fournis par les responsables de ces partis politiques pour élargir les bases, pour faire de nouveaux recrutements, et surtout pour faire en sorte que des personnes de valeur puissent intégrer le parti politique. Mais après, ce qu'il faut peut-être rappeler avec une certaine insistance, c'est que le contexte de la réforme du système partisan a des exigences.
et le temps de la construction d'un parti politique qui a été créé dans les conditions dans lesquelles le parti Moël Béné a été créé, le temps de la construction peut être plus long que le temps de la construction pour les autres partis de la majorité présidentielle. Je vous rappelle que le bloc républicain comme l'Union progressiste Le Renouveau, à leur création, c'était des dizaines d'anciens partis politiques et de mouvements qui ont formé ces partis politiques. Alors Moël Béné n'est pas né sur la base de la même réalité. Le parti essaie de se construire, le parti essaie de s'élargir, mais le rythme n'est pas encore suffisant. Bon, je pense qu'il faut les encourager. J'ai quelques préoccupations personnelles par rapport à leur discours de campagne, mais je préfère ne pas m'attarder. C'est-à-dire que le patriotisme, ce n'est pas quelque chose... Non, ce n'est même pas une question de patriotisme économique. Je parle du discours de campagne en lien avec le traitement qui est fait aux autres partis de la majorité présidentielle. Vous comprenez? Mais je peux aussi comprendre, vous savez, les responsables de ce parti politique sont bien connus, notamment le président dans l'espace public, dans l'espace politique. Il a ses convictions, il a sa perception de la politique, il défend bien ses idées. Il faut tout simplement les encourager à poursuivre la construction. 2033, c'est dans 7 ans. Peut-être qu'avant cette échéance, le parti aurait réussi à accélérer sa construction, l'élargissement de sa base, pour faire en sorte que toutes les exigences du code électoral, que le parti soit en mesure de satisfaire aux critères d'éligibilité, afin donc que ses prochaines performances lui permettent au moins d'avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, on est un peu très loin du compte. Très bien. Alors, j'ai 2 questions pour finir. La lecture. Pour qu'on sorte. Ah, d'accord. Allez-y. Non, on est dans la lecture des performances. On va amener sur le terrain de... Non. Moi, je suis intéressé particulièrement par l'effondrement du Parti Les Démocrates. Pourquoi vous parlez d'effondrement? On parle des chiffres. On ne parle pas encore on parle pas encore. D'ailleurs, le parti existe toujours et existera. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que vous m'avez suivi? Les chiffres. Alors, vous l'avez évoqué. L'effondrement dans les chiffres. Parce que lorsque vous regardez le score réalisé par le parti au niveau national en 2023 et le score maintenant de 2026, il y a eu un effondrement, il y a eu une chute, il y a une dégringolade. Parce qu'il y a eu des contingences, beaucoup de tempêtes. Beaucoup de tempêtes. C'est ça qui explique l'effondrement. Pour vous, qu'est-ce qui explique alors? Non, moi je pense que le parti n'est pas aussi populaire qu'il le croit. Et c'est le moment de le dire. D'accord. Le parti s'est renfermé aussi pendant très longtemps dans des illusions. Et ces illusions-là ont failli coûter cher à notre pays. Écoutez-moi très bien, M. Ruiz, que je le dis avec gravité. Quand nous avons subi l'attaque du 7 décembre 2025, quand vous avez suivi à la télévision les soldats marginaux, comme on aime bien les désigner, le président de la République, qui croyait s'être emparé du pouvoir d'État, ils ont mis en avant, entre autres, des questions politiques, donné l'impression que le peuple, dans sa majorité, n'est pas avec le gouvernement ou n'est pas en phase avec le gouvernement et que du coup, c'est un coup de force, comme ce que nous avons connu, qui pouvait aider à remettre les choses à leur place. Justement, lorsqu'un parti politique conteste les actions d'un gouvernement, s'oppose aux actions d'un gouvernement et passe pour le parti majoritaire, en dépit du fait que les chiffres au moment des faits disent le contraire, parce que 28 députés sur 109 ne vous fait pas passer pour un parti majoritaire, vous donnez parfois, sans vous en rendre compte, le sentiment ou l'impression à d'autres personnes, dans d'autres milieux, de se lancer dans des aventures pour dire, mais comment est-ce qu'une grande majorité de la population
peut être aussi malmenée et ça s'entend dans les discours politiques. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Les élections sont un puissant instrument de désillusion politique. Et je pense qu'en suivant aussi les résultats de ces élections, tous ceux qui, de façon directe et indirecte, ont pu se mêler à cette aventure ont compris que c'était une grave erreur de penser que le peuple n'était pas avec le gouvernement, notamment avec le président Patrice Talon. M. Boko l'a dit, les scores traduisent une adhésion d'une large partie de notre peuple, de nos concitoyens, aux réformes politiques engagées dans notre pays depuis 2018 et qui ont subi des améliorations jusqu'en 2025, et surtout une adhésion à la gouvernance, et cette gouvernance, ces résultats sont là. Très bien. Donc, merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est bon, c'est bon. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Non, mais on va finir. Oui, on va finir par. Non, ce ne sont que nos premières discussions, parce que on reviendra. Quand même, le parti FCBE. Bon, vous parliez de l'effondrement des chiffres. Là, on parlera de quoi? On parlera d'effondrement aussi, Victor Boko? Ils sont encore dans la course pour les élections présidentielles. Parlons des législatives. Oui, en fait, non, les résultats du parti Foscori pour le Bénin et émergent sont problématiques. Il faut avoir le courage de le dire. Dans certaines circonscriptions, on a senti nettement que les FCBE existaient encore. Mais à l'analyse, il faut se reconnaître que c'est un parti qui doit maturer encore, qui doit se construire, qui doit encore se construire. Ce qui m'intéresse surtout sur justement ces élections, moi, c'est les partis de la mouvance. Voyez-vous, quand on prend la 15e et la 16e circonscription électorale, nous sommes à Cotonou. En 2023, l'Union progressiste, le Renouveau, se retrouvait avec un député. Les deux circonscriptions réunies, on avait 2 pour la mouvance et puis 7 revenaient justement au parti de l'opposition. La belle réponse que les électeurs nous donnent aujourd'hui, c'est de dire en fait qu'en 2023, on s'est trompé, qu'on a eu le temps d'apprécier, d'analyser. En 2026, nous avons eu le temps de l'analyse nécessaire, le temps de la réflexion nécessaire, et nous avons voté utile. Vous voyez, le Bloc républicain et l'Union progressiste de Renouveau ont repris N'oubliez pas que ces mêmes députés qui avaient été élus en 2023 se retrouvent du côté de la mouvance aujourd'hui. Certainement ils ont contribué à cette performance. Oui, certainement parce que l'endroit idéal où il fallait y être, c'était au Bloc républicain ou encore à l'Union progressiste, le Renouveau. D'accord. C'est justement cette position-là qui leur garantit aujourd'hui le fait de se retrouver à l'Assemblée nationale. Je parie que s'ils étaient ailleurs, il n'était pas évident qu'ils y retournent. D'accord. Les partis politiques de la mouvance intéressent Victor Boko. Le parti intéresse. Non. Parlons du parti FCBE quand même. Dites, avant qu'on ne parle véritablement, quand on prend les 109 députés, est-ce que nous avons quand même constaté un renouvellement? Oui, maintenant chacun choisit ce qui l'intéresse. Non, on veut parler du parti. Le parti FCBE, allez-y. Et puis le renouvellement également. Est-ce que nous avons avec ces 109 députés maintenant le renouvellement? Parce que il y a quand même d'anciennes têtes qui sont toujours là, les expérimentés. Il y a de nouvelles têtes également, mais est-ce que nous avons relevé également ce défi de renouvellement? Alors, est-ce que le renouvellement est un défi affiché? Il faut faire attention, surtout en matière parlementaire. Le renouvellement non contrôlé peut être préjudiciable à l'efficacité de l'action publique parlementaire. Et ça, nous l'avons vu entre 2023 et 2026, quand des personnes inexpérimentées se sont retrouvées au Parlement de façon accidentelle. Non, on acquiert l'expérience comment? En ayant quand même l'occasion de faire ses armes. Oui, c'est pour ça que, en souhaitant le renouvellement, il ne faut pas souhaiter un renouvellement radical. D'accord. Si vous opérez un renouvellement radical, les pratiques parlementaires, vous savez, le Parlement, c'est toute une école où les nouveaux qui arrivent ont besoin d'apprendre des anciens qui y sont, surtout en matière de représentation du Parlement béninois dans les parlements régionaux et internationaux. Je peux vous dire que
il y a eu un problème de qualité de la représentation entre 2019 et 2023, dû au fait que certaines personnes n'avaient pas réussi nécessairement à se faire réélire. Pas pour dire que quelqu'un est indispensable, mais nous devons être aujourd'hui dans la logique que lorsque quelqu'un entre au Parlement, il peut y consacrer toute une carrière politique, même ce que l'on peut considérer comme étant l'équivalent d'une carrière administrative. C'est pour ça que désormais, le mandat parlementaire est illimité. C'est-à-dire que vous auriez souhaité qu'il y ait 30 ans donc pour un député. Même un député, quelqu'un peut rester au Parlement jusqu'à 80 ans. Bon, on n'en fait pas le débat. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi. Le renouvellement, ce n'était pas une fixation. Les partis politiques ont fait des positionnements en tenant compte des capacités de certains de leurs militants et de certaines de leurs militantes à pouvoir participer à l'activité parlementaire de façon efficace, de façon remarquable. Très bien. Et donc, ce ne sont pas les élections, ce ne sont pas les résultats des élections qui déterminent d'abord le renouvellement. C'est le choix en amont fait par les partis politiques pour les positionnements, puisque ce sont les personnes positionnées qui sont maintenant qui sont proclamées élues. Donc, vous avez compris. Je souhaite bien que de nouvelles personnes arrivent au Parlement. Vous savez, ils auront le temps d'avoir le renouvellement intégral et radical. Je suis d'accord, mais ils auront le temps d'apprendre parce que maintenant c'est 7 ans quand même. Voilà. Et puis rien ne nous dit que d'ici 7 ans, certains anciens pourront laisser la place peut-être à ceux qu'ils portent derrière, que le Parlement sous cette facette-là pourra se renouveler avec d'autres nouveaux visages. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ojo. Le visage voulu par le Parlement avait été déjà décidé derrière le positionnement sur les listes électorales. Si nous voulions d'un Parlement avec une grande majorité des femmes, nos positionnements au niveau justement des candidats auraient donné plus de femmes positionnées en position. Mais vous n'oubliez pas que l'électeur choisit, parce qu'il y a certains anciens qui n'ont pas pu renouveler. Simplement parce que leur positionnement ne permettait pas justement à la levée, où ils n'ont pas eu le nombre d'électeurs qu'il fallait pour retourner à l'Assemblée. C'est pour dire en fait que le positionnement et justement la détermination sur le terrain devaient envoyer justement ces acteurs sur le terrain. En tout cas, la plupart des anciens positionnés, ceux qui font vivre l'activité parlementaire que nous connaissons, se retrouvent au Parlement, que ce soit du côté de l'Union progressiste, le Renouveau, ou du Bloc républicain, les Akhenatonde sont toujours au Parlement. Les autres qui mouillent également le maillot pour que ces anciens puissent... Assad Seibou, les autres... Bon, on va pas ouvrir une autre crèche. Hélas, ne revient plus. Bon, il y a certains anciens qui n'ont pas pu être réunis. Je crois 5 ou 6 qui n'ont pas pu... qui ne reviennent. On va revenir un peu sur ce qu'on peut attendre de la 10e législature. Nous aurons d'autres occasions avec votre disponibilité, bien évidemment. Malheureusement, on est au terme de notre discussion. Votre mot de fin, 30 secondes. Non, merci pour m'avoir convié à cette tribune de décryptage. Je peux dire que avec ce qui vient de se passer, nous avons de très bonnes raisons d'être fiers de notre pays. Il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans, lorsque on lançait les réformes, c'était pas facile. Cela nécessitait pour le peuple que nous sommes des sacrifices. Et cela nécessitait aussi pour les acteurs politiques des renoncements, des remises en cause de soi et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les élections législatives et communales de 2026 sont comme une consécration de ces réformes, parce que les réformes ne sont pas terminées. Vous avez vu, en 2018, on a commencé, en 2019, on a réajusté, en 2024, on a restauré l'esprit des réformes, en 2025, avec la révision de la Constitution, on a sécurisé la réforme. Donc on peut dire, pour le premier cycle des réformes, c'est terminé d'abord. Mais après, il faut continuer à éprouver les réformes pour continuer à les améliorer de façon permanente. Donc, nous avons réussi ce pari, les institutions ont fait le travail. Il ne faut pas avoir peur des choses nouvelles. Quand on a parlé des élections générales,
on ne pouvait pas savoir comment est-ce que ça va se terminer. Quand on a en 2024 encadré le parrainage, lorsqu'en 2024 on a fixé les nouveaux seuils d'éligibilité à l'attribution des sièges, tout le monde se demande non, les élections, ça va mal se passer, il y aura ci, il y aura ça. Nous sommes en train de descendre tranquillement des législatives et des communales et tout s'est passé dans un climat apaisé, dans la paix, dans l'harmonie, dans la concorde. Je pense que c'est une première victoire, c'est une grande victoire pour les réformes politiques et institutionnelles de notre pays et c'est la victoire du peuple béninois en attendant donc de parachever cette victoire à l'occasion de la présidentielle du 12 avril prochain. 2026. Merci. Merci. À vous. Oui, Victor Boko. Non, sur la question d'entrée, moi je veux dire un grand bravo au peuple béninois et aux électeurs qui ont fait le choix de la raison, qui ont privilégié la paix. Parce que tous ceux qui se sont déplacés pour ces élections sont allés voter pour la paix. Tout s'est bien passé dans un grand calme comparativement aux images que nous avons eues il y a quelques années. Il faut saluer justement ce bon qualitatif, cette maturité de l'électeur béninois. Il faut saluer toutes les institutions impliquées dans le processus qui nous amène à avoir une éclaircie et à voir les résultats. Il faut envisager que ceux qui sentent qu'ils ont été lésés continuent par garder le chemin de la légalité et donc à suivre le chemin du contentieux pour que d'ici quelques jours, la Cour constitutionnelle en vienne à dégager justement les résultats définitifs. J'en reviens pour saluer à la juste mesure les réformes qui ont été opérées, qui nous donnent des raisons aujourd'hui de croire que nous avons encore une résonance au niveau du Bénin, que le Bénin peut apporter justement un écho qualitatif au reste du monde. Ici au Bénin, nous arrivons à organiser des élections dans la paix, en toute transparence. Il ne s'agit pas de réformes qui écartent, mais il s'agit de ce que la loi reste la loi et qu'elle s'impose. Aussi bien cela est difficile pour les partis de la mouvance présidentielle, il est aussi difficile. Cela reste difficile également pour tous les autres partis politiques qui devront, à l'épreuve de ces nouvelles réformes-là, s'atteler justement à sortir le meilleur d'eux. Écoutez, je voudrais saisir en fait cette occasion qui nous est donnée pour saluer le chef de l'État qui s'en va bientôt. Je voudrais juste me rassurer que toutes ces réformes mises en œuvre seront consolidées par le Parlement et que le chef de l'État qui viendra après lui pourra prendre la mesure de la situation et jouer sa partition pour que le Bénin continue à donner cette vraie résonance-là pour que nous sentons de plus en plus fiers d'être béninois. Très bien. Merci beaucoup à vous, Victor Boko, analyste politique, expert des questions électorales. Merci, Rachidou Ojo. Merci, cher Robert. Voilà. Expert en communication politique et publique, bien évidemment. Merci pour votre disponibilité, pour les échanges bien nourris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt sur Matin Libre Télévision. D'ici à la portée, vous bien agréable suite à chacun et à tous.